Alors, à titre de directrice des cycles supérieurs en muséologie, je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette première édition des C-Cassette en Muséo de Varaca. Et il me fait très grand plaisir de souhaiter la bienvenue à notre invité, Tiako Jamatua Muriel Sondra, qui propose la communication Profaner, une tradition au musée, dans laquelle Muriel analysera les séquelles des traditions coloniales qui imprègnent encore plusieurs de nos pratiques et représentations dans le monde muséal et mobilisera le concept de la profanation avec l'étude de cas de la matriarche Ngonzo afin de mieux contextualiser les nombreuses violences occasionnées par le vol de cet objet sacré de la communauté Zhao au Cameroun et l'emplacement du Ngonzo, leur belle-mère, dans une chaîne d'activités muséales dans une institution culturelle en Allemagne. Bienvenue également au monde de notre public ce soir. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, Allô Barbara, tu connais bien cette série, mais pour les autres. Les C-Cassette en muséo est un cycle annuel de conférences organisé par les cycles supérieurs en muséologie de l'UQAM, à l'occasion duquel les professionnels en muséologie, les chercheurs, les experts en muséologie et patrimoine sont invités à nous faire part de leurs recherches actuelles et leurs expériences professionnelles. Et je n'ai pas à vous dire que c'est un moment vraiment privilégié dans nos programmes, permettant l'échange, permettant le réseautage, permettant la discussion et non le moindre, le partage d'un petit verre d'amitié en fin de soirée pour clore l'événement. Alors, quelques mots d'introduction à l'égard de Tiako Jamatua Muriel Sondra. Muriel est doctorante à Princeton University et je l'ai connue lors d'une journée d'études de l'ACFAS que nous avions organisée avec Aude Porceda et les collègues français Anne Gagnolien et Lucie Marinier à Montréal en mai 2023 sur le sujet des musées en transition et le développement durable. Muriel était une de nos intervenantes et séduite par sa présentation, je l'ai invitée à donner une communication dans le cadre de nos 5 à 7 sur Zoom, précisant que notre budget était un peu restreint. Muriel m'a tout de suite répondu qu'elle venait. Et elle venait non pas pour une seule nuit, mais pour la semaine. En entendant sa biographie, que je ne vais pas tarder à vous présenter, vous comprendrez pourquoi nous avons multiplié les invitations à Muriel cette semaine dans mon séminaire sur les écologies muséales mardi et demain aussi dans un atelier en après-midi au CELAT. Muriel a un vaste répertoire d'intérêts en allant de la mémoire et le patrimoine culturel numérique à la recherche de la provenance et du catalogage de l'art africain, ainsi qu'aux mécanismes de reconstruction et de réactivation de la mémoire des objets coloniaux d'Afrique centrale à partir d'une approche multimédia. Étant nommée la Frame Fellow au National Audiovisual Institute en France, son projet The Purgatory of African Heritage in France, Dismantling Reproductive Colonialism and its Rhizomatic Networks from Colonial Exhibition Archives démontre l'instrumentalisation des arts africains dans un contexte d'idéologie politique coloniale récurrente. Au Center for Digital Humanities à l'Université Princeton, Muriel travaille sur un projet de patrimoine culturel numérique sur la symbolique des scarifications chez les Luba au Kasaï et de Kinshasa, intitulé Beyond Beauty, Scarifications as Testaments of Life and Death. Muriel travaille aussi avec Making North American African Art Collections Accessible and Visible, un sous-comité du Conseil des arts de l'Association des études africaines, ACASA, sur des questions de restitution et d'accessibilité numérique à la culture matérielle africaine dispersée dans les musées en Amérique du Nord. Et pour celles et ceux qui souhaitent suivre les recherches de Muriel, elle a initié et elle coordonne le séminaire de lecture Arts and Recreation from Africa's to the World sous l'égide du Princeton University Humanities Council. Récemment, Muriel a été sélectionnée comme boursière de l'Académie des Princes en Allemagne, où elle rejoindra d'autres membres à créer une approche critique, inclusive et collaborative afin de mieux transformer les séquelles coloniales dans les musées, tout en créant des opportunités de dialogue interculturel et de perspectives diverses. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue chaleureuse à Tiako Jamatua Muriel Sondra pour sa présentation ce soir.
véritable honneur d'être parmi vous. Et étant donné la sensibilité du sujet que j'aborde, j'ai préféré être avec vous en présentiel pour qu'ensemble nous puissions comprendre le caractère délicat de ce concept, mais également applicable à d'autres concepts en ce qui concerne les First Nations ou les collections non occidentales. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apprendre davantage sur le concept de profanation, puisque c'est un concept qui, dans l'univers muséal, est un nouveau concept, je dirais, mais qui, d'après la vision du monde africaine, et surtout en ce qui concerne la communauté d'Israël qui m'intéresse, est une réalité. Et donc, cette question de profanation, quand on va l'explorer aujourd'hui, va nous permettre de questionner les traditions au sein des musées, mais également de faire des recommandations, parce qu'il ne s'agit pas que de critiquer de manière générale et radicale, mais également de co-construire sur des savoirs qui existent déjà et qui peut-être peuvent être compatibles à certains types de collections, mais incompatibles lorsqu'il s'agit d'autres types de collections, comme les collections africaines et d'autres collections non occidentales. Donc, c'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous, d'être là avec vous présente. Et on va commencer par une introduction un peu agressive. Donc, la profanation, on en parle. Une entrée en matière peut-être agressive, comme je le disais déjà, mais brute, qui fait fi des formalités d'usage, tant le sujet est grave et nous interpelle tous et toutes. Quel plaisir et donc quel honneur inestimable de partager avec vous aujourd'hui, que ce soit en personne ou en virtuel, une réflexion pressante sur un sujet en apparence subversif. Dans la profanation, une tradition muséale, imaginez hier encore prononcer le mot profanation aurait suscité des regards perplexes, des jugements cinglants, comme un coup de massue asséné à toute pensée audacieuse. Donc, on m'aurait peut-être qualifié de primitive si j'abordais ce sujet quelques années auparavant, ou de folle, ou d'une jeune chercheuse manquant visiblement de formation dans les traditions qui font de l'univers muséal occidental. Donc, ces traditions qui se veulent démocratiques, universelles et laïques ne sont pas compatibles avec une catégorie bien spécifique d'objets africains qui sont des objets sacrés. Et donc aujourd'hui, je vous invite donc à un voyage au-delà des conventions, à explorer des théories qui ne se conforment pas aux dogmes établis, à remettre en question les traditions au musée et notre relation avec les expressions artistiques africaines. Les expériences qui ont éveillé dans ma curiosité m'ont conduit à envisager l'idée de la profanation comme une clé pour déverrouiller de nouveaux horizons. Permettez-moi de vous assurer avec la même conviction que celui qui a déclaré que la Terre tourne autour du Soleil que je ne suis pas folle. Et à force de parler donc de questions de la profanation, ce sera pour moi l'occasion d'entrer dans un dialogue iconoclaste où l'art n'est plus une relique intouchable, mais un miroir de notre société et en l'occurrence de la société Nson. Face à l'édifice du savoir érigé par chacun d'entre nous au fil de nos formations et de nos expériences professionnelles, la notion de profanation au sein du musée se présente comme un vent impétueux, capable de déstabiliser, voire d'effrayer, par sa remise en question audacieuse des traditions et conventions, tant théoriques que pratiques, qui structurent nos institutions muséales et nos recherches. Mais au-delà de cette turbulence intellectuelle, la profanation éveille les ombres du passé, résonnant avec la mémoire douloureuse d'une ère coloniale marquée par la violence, la spoliation des lieux sacrés, le vol de la culture matérielle, mais que l'aliénation et la dépersonnalisation des peuples comme conséquence. Car les objets exposés ne peuvent être dissociés des mains qui les ont créés et façonnés. La conception même de la profanation ne peut être comprise pleinement sans prendre en compte la vision du monde des peuples qui furent jadis les gardiens matériels de ces précieuses reliques. Cette réflexion s'impose donc comme une relecture nécessaire, une plongée dans les eaux tumultueuses de l'histoire où la profanation devient le miroir dérangeant qui confronte notre passé à des réalités très souvent occultées. Donc ainsi, on va explorer ensemble la réconciliation avec notre passé tout en reconnaissant le poids des héritages et des cultures qui imprègnent les objets que nous préservons dans nos musées. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas poser actuellement le problème de la culture noire sans poser en même temps
le problème du colonialisme, nous disait déjà Aimé Césaire en 1963, dans Culture et civilisation. Donc l'impact du colonialisme sur la civilisation noire en général et sur la réception de sa culture matérielle est l'aliénation de la vision du monde qu'elle exprime. Et dans un élan de codification donc, de cette vision du monde africaine à laquelle je fais référence, Amadou Hampâté Bâ dans Aspect et civilisation africaine souligne qu'en Afrique, aux côtés du visible et apparent des choses correspond toujours un aspect invisible et caché, qui est comme la source ou le principe. De même, le jour sort de la nuit, toute chose comporte un aspect diurne et un aspect nocturne, une face apparente et une face cachée. Et dans cette croyance populaire en cette dichotomie de la vision du monde en Afrique, où tout ce qui est visible a un écho invisible ou une explication invisible, constitue donc l'univers dans lequel évoluent ces objets qui sont victimes de profanation au sein des institutions muséales occidentales. Alors qu'une longue tradition occidentale s'est penchée sur l'aspect superficiel des œuvres d'art africaines, en les considérant comme des expressions, des sources de beauté, les communautés qui les ont créées et qui ont ensuite été dépouillées de ces objets ont organisé autour d'eux et conservent en mémoire leur contribution à la vie religieuse, traditionnelle, culturelle, politique, économique et sociale du groupe. Et donc les objets traditionnels ne sont pas simplement esthétiques, mais ils sont conçus pour impacter les différents aspects de la vie du groupe par médiation. Ainsi, il ne s'agit pas de qualifier un objet de beau ou de laid, mais de déterminer sa participation à l'équilibre religieux, culturel, social, économique, politique de la communauté, supervisé par des forces invisibles. Donc cette présentation se focalisera sur une collection d'objets de sorte, actuellement en exil en Allemagne, et mettant particulièrement l'accent sur la matriarche Ngonsok, qui est promise à restitution depuis 2022. Et donc, en plus donc, de l'objet Ngonsok, qui pour moi ne fait sens qu'avec la régalia qui l'accompagne, on va toucher du doigt un certain type d'objets qui ont été dérobés entre 1902 et 1903. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter déjà comme starter, si on peut le dire ainsi, cette citation qui, pour moi, représente en fait toute la symbolique des objets africains, qui sont en fait les reliques de notre histoire étant beaucoup plus orale qu'écrite. Ces objets conservent tout un patrimoine et tout un héritage qu'il est nécessaire de reconnaître, qu'il est nécessaire également de pouvoir décoder à l'heure actuelle. Et pour commencer, j'envisage l'idée de profanation en partant du principe que l'objet africain ne doit pas être seulement considéré du point de vue de sa forme ou du point de vue de son fond, mais du point de vue de sa capacité à aimer, à produire un travail. Et donc, à produire un travail, mais également à se représenter au sein de la communauté comme des objets vivants. Et la vie de l'objet n'est pas seulement liée à son décryptage, mais également à son activité. Et c'est donc pour cette raison que je propose d'étudier les objets comme des énergies, mais également comme des sources d'énergie. On va essayer ensemble un peu de plonger dans la physique, si vous avez quelques notions de physique. Je pense que j'ai dû réveiller certaines notions passées, les secouer un peu pour pouvoir arriver aux petits souvenirs qui me serviront de base méthodologique pour ce travail. Et donc, lorsqu'on parle d'énergie, avant que je ne clique sur peut-être la réponse, est-ce que vous avez une définition de ce qu'est l'énergie? Est-ce que vous avez déjà pensé à l'énergie comme un concept ou comme un mot à définir? Une force invisible? Il ne faut pas tout mystifier en tout cas. Ben non, mais... une force. Oui, force. L'idée de force, je la retire parce que je l'ai utilisée également dans mon
analyse, oui, force. Moteur. Moteur, oui. Pardon? Mouvement, oui, dynamisme. Oui. Vie, voilà. Et donc, les origines grecques, la racine grecque du mot énergie signifie actif ou en activité. En tout cas, vous aurez une très très belle expérience parce qu'on va co-construire ensemble les savoirs autour de la profanation. Du coup, lorsque l'on parle donc de cette racine grecque, le mot énergia dérive justement de la racine grecque ancienne énergos. Et donc, énergia est composé de combien de, comment on dit en français, 8 syllabes. Combien de syllabes? Énergia. 3, 4. On est en grec là, on est en français. 3, 4. 4. 7, 6. Bon, en tout cas, de mes recherches, je n'ai pas une forte connaissance en grec non plus, donc du coup, de mes recherches, j'ai trouvé que énergia constitue de 2 racines. De F, qui signifie dans ou à l'intérieur, et de ergon, qui signifie travail ou en action. Maintenant, pourquoi, pour l'analyse de l'objet sacré comme énergie ou source d'énergie, il est important de comprendre la motivation d'un tel rapprochement. Et donc, le mot énergie doit son origine étymologique au grec ancien énergia, et qui est dérivé donc de énergos, comme je le soulignais déjà. Et les 2 parties de énergia signifient, s'il faut coller les sens, qu'est-ce que cela pourrait signifier? En, dans, à l'intérieur, travail ou action. S'il fallait coller les 2 pour former une phrase, une définition, qu'est-ce que vous auriez dit, par exemple? Je n'étais pas loin, ici, dans l'intérieur. Ouais, donc une action qui se passe à l'intérieur. Ouais. Une définition juste comme ça, en collant les mots, qu'est-ce que vous diriez? Dans l'action. Énergie signifie dans l'action. En action. En action. Quoi d'autre? En tout cas, ma définition non plus n'est pas loin, n'est pas différente. Donc, l'idée ici donc, de énergia, c'est donc cette idée de force intérieure en action. Et cette force, elle est puissante, elle est efficace, elle est motivée et elle est dynamique. Et donc, l'objet sacré comme énergie ou source d'énergie est un objet vivant. C'est un objet qui fonctionne. C'est un objet qui travaille. Et ce travail est stimulé par des volontés aussi bien convergentes que divergentes. Et lorsque je dis des volontés convergentes ou divergentes, je pense par exemple à l'événement. L'événement qui va motiver l'action de l'objet. Dans les sociétés africaines et dans la communauté Nso, l'événement est considéré comme un facteur majeur qui permet de voir l'implication de l'objet dans la vie, dans le développement de la communauté. Et cette vie de l'objet, ou cette puissance ou pouvoir de l'objet, va se voir en rapport avec des activités de subsistance de la communauté. Par exemple, si les récoltes sont abondantes ou pas, si les pluies sont abondantes ou pas, on va faire recours à l'objet pour que l'objet puisse assurer la subsistance de la communauté. Et c'est ce qui fait en sorte que, lorsque je parle d'énergie convergente ou d'énergie divergente, je pense justement aux situations de stabilité où on rend grâce à l'objet, ou des situations de manque où on fait des demandes, des requêtes à l'objet. Et c'est dans ce sens-là qu'on va voir dans ce dynamisme de l'objet et voir justement dans quelle mesure l'absence de cet objet, lorsqu'il est dérobé, contribue à la destruction des communautés qui avaient organisé autour de cet objet leur vie religieuse, leurs croyances. Et donc, le rapport entre dans cet objet et le rayonnement de la communauté ou la destruction de la communauté va donc être fonction de sa présence, de son activité et du rapport que les communautés tissent avec l'objet.
Et donc, en physique, l'énergie renvoie à la capacité d'un système à produire un travail et à effectuer un changement. Et donc, l'énergie existe sous différentes formes et peut être transformée d'une forme à une autre. Et c'est pourquoi ce concept m'intéresse particulièrement. Lorsque l'on considère l'objet comme énergie, on ne va pas, on va voir en fait non pas une perte d'intérêt de la communauté vis-à-vis de l'objet lorsque l'objet est absent. Il n'y aura pas cette perte d'intérêt parce que justement l'objet transforme l'énergie mais ne la perd pas. Et en fonction donc de l'environnement dans lequel l'objet va se retrouver, l'objet pourra être actif ou inactif. Il pourra être en activité ou en hibernation. Et c'est pourquoi il est vraiment capital de pouvoir attacher ce concept à l'objet pour comprendre le rapport que les communautés conservent avec l'objet, même lorsque l'objet est absent. Et donc, le principe donc fondamental en physique est le principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie totale d'un système isolé reste constante au fil du temps, bien que cette énergie puisse changer de forme. Donc, il y a une certaine forme de préservation, de conservation, de sorte que l'énergie en elle-même, l'énergie totale de l'objet n'est jamais perdue. Elle se transforme, elle se mue, elle s'adapte. Et donc, autrement dit, l'énergie ne peut ni être créée, ni détruite, mais peut seulement changer de forme. Et cette malléabilité de l'énergie est une métaphore de la symbolique de l'objet pour les communautés sources. Et en effet, bien que dérobés, les objets sacrés ne perdent pas leur quantité totale d'énergie. Au contraire, au musée, l'énergie de l'objet se transforme d'un état d'activité à un état d'hibernation exacerbé par sa captivité qui est vécue en réalité par l'objet comme un véritable exil, étant dans une terre inconnue, étant dans un univers qu'il ne reconnaît pas. Et donc le facteur énergie qui caractérise les objets sacrés permet de les considérer comme des objets vivants, des objets chargés. Et le chargement des objets débute dès leur conception. Un objet est sacré parce que le matériau qui va permettre sa fabrication est un matériau spécifique. Les mains qui vont les fabriquer sont des mains d'initiés, dont des personnes qui ont passé des formations ou qui sont choisies du fait d'appartenir à une famille de sculpteurs ou d'appartenir à la famille royale. Donc il y a une véritable sélectivité en ce qui concerne les mains qui ont accès à l'objet, en ce qui concerne les mains qui conçoivent l'objet sacré. Et donc, chez l'ENSO, je vais donc vous présenter ce que Kanjo Moussa nous dit de l'artiste. Parce qu'il y a toujours l'illusion que dans les annales des musées, que l'artiste, le nom de l'artiste africain, lorsqu'il s'agit des objets africains, est toujours absent. On localise l'objet à partir de son origine géographique, qui est généralement une origine vague, ou de son origine ethnique, qui est une origine tribale, donc une conception encore coloniale, qui ne représente pas véritablement le rapport entre l'objet et la communauté, sa communauté d'origine. Et donc chez l'ENSO, on cultive véritablement le caractère énergétique de l'objet. Et la sculpture, partout où la sculpture était pratiquée, ça c'est comme une histoire que je vous raconte, je l'ai tirée du livre de Daniel Kanjo Moussa, qui nous parle justement de comment est-ce qu'on devient, pas comment est-ce qu'on devient, comment on arrive à sculpter des objets chez l'ENSO, comment ça se passe, les rites d'initiation, pour véritablement décortiquer toutes ces informations afin qu'à la fin de cette rencontre, que chacun d'entre nous puisse avoir, ne serait-ce que le souvenir même de la conception même de l'objet au sein de cette communauté. Et donc chez l'ENSO, partout où la sculpture était pratiquée, l'art était très secret et ésotérique. Le sculpteur se retirait généralement dans la forêt où il abattait le bon type d'arbre et découpait des morceaux de bois correspondant à ce qu'il avait l'intention de sculpter. Dans certains cas, les fonds retenaient les sculpteurs dans leur palais, car les objets sculptés de divers types étaient des artefacts non destinés au commun des mortels, mais réservés aux faunes exclusivement. Et quand je dis faune, je parle du chef
du chef de la communauté. C'est comme le roi de la communauté, mais sauf que dans cette communauté, on l'appelle le fon. Et donc, la tradition interdisait aux particuliers d'exposer des objets sculptés dans leur maison privée, car l'exposition de plusieurs objets sculptés dans un palais était un signe de grandeur. Donc les objets étaient véritablement des objets de la cour, des objets traditionnels. Et ce n'était pas une possession individuelle, parce que même dans la conception des communautés africaines et camerounaises, pour être plus pour aller de manière spécifique, les objets ont une valeur communautaire. Et donc, pour un individu, de posséder un objet, c'était véritablement une aberration. Il fallait véritablement qu'il y ait ce rapport entre objet et communauté pour que cette connexion puisse persister. Et donc, chez l'ENSOR, on cultive dans cette dimension culturelle à travers la préparation du sculpteur, qui n'est pas un simple artiste. Donc, ce n'est pas comme vous et moi qui aimons peut-être le dessin, la sculpture et décidons de sculpter pour le plaisir de le faire. Il y a un véritable travail qui vise à inscrire dans l'objet l'identité même de la communauté. Et donc, un artiste, c'était d'abord un initié, c'est-à-dire un individu qui appartient au cercle clos de ceux et celles qui ont accès et qui sont en contact direct avec les forces invisibles. Et donc, le sculpteur connaissait le bon type de bois. Il devait s'agir d'un bois très facile à sculpter, qui ne se détériorerait pas à cause des variations climatiques entre les saisons et qui ne serait pas facilement rongé par les charançons. Les sculpteurs connaissaient toutes les bonnes essences de bois de la forêt susceptibles d'être sculptées. On voit tout de suite que le choix du bon type de bois était et est toujours la première grande tâche du sculpteur. Il était interdit de visiter le sculpteur au travail, à l'exception de quelques parents proches et d'amis de confiance. Toujours le côté secret de cette activité. Et dans les femmes, ce qu'il s'agit du genre, les femmes n'avaient pas le droit de sculpter au sein de la communauté de sang. C'était interdit, c'est un travail exclusivement masculin. Et donc, les personnes à qui l'on enseignait l'art de sculpter devaient être initiées. L'accès à la profession de sculpteur semble avoir été limité aux membres d'une même famille et les parents transmettaient l'art à leurs enfants, de génération en génération. Pour l'initiation, l'initié devait fournir un coq. Là, on entre maintenant dans le côté ésotérique de l'activité artistique. L'initié devait fournir un coq très sain et du vin de palmier de raffia. La cérémonie de purification et de bénédiction est connue sous le nom de Kirkava. L'initié s'asseyait sur un tabouret sculpté dépourvu de motifs. Et justement, lorsqu'on parle de tabouret sculpté, j'aimerais bien vous montrer cette image pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Excusez. Ça. Ce tabouret. C'est bon? Il y a un délai, je pense. Ce tabouret-ci ne sera pas, par exemple, le tabouret sur lequel l'initié, l'artiste qui se fait initier va s'asseoir, parce que là, il s'agit d'un tabouret royal. Et il est royal parce qu'il contient des insignes royaux. Vous allez voir, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer l'animal qui est représenté sur ce tabouret. Si vous voyez. C'est un lézard? Un lézard, oui. C'est un lézard. Et donc, ce sont ces insignes, lorsque l'on les retrouvait sur des objets, et même sur des tenues comme celle que j'aborde, décrivaient déjà l'appartenance de la personne à la famille royale. Et donc, un initié va s'asseoir sur un tabouret d'initiation, par exemple, ne contiendra pas ces signes-ci. Parce que même dans le domaine du rapport avec le sacré, il y a une hiérarchie. Et donc, l'artiste se situe à un niveau de la hiérarchie qui n'est pas celle-ci, de toutes les façons. Et donc, lorsqu'il va donc s'asseoir sur ce tabouret, sculpté, dépourvu donc de ces motifs royaux, l'initiateur
tenait, celui qui initie, l'initiateur, tenait le poulet à deux mains et le pressait fortement sur la tête de l'initié jusqu'à ce que la colonne vertébrale du poulet se brise. Et donc, ensuite, les parties du corps de l'initié, de l'artiste, vont être imbibées du sang de ce coq. Et lorsqu'il a touché toutes les parties du corps du novice, tous les os du corps du coq, du cou aux orteils, ont été déjà brisés. Donc c'est véritablement une activité violente. Et même l'activité la conception de l'invisible, même dans l'imaginaire populaire africaine et camerounaise en particulier, est une conception assez violente. Et donc cette initiation, ça va de soi que le martyr ici, c'est le coq. Mais ça fait partie du processus. Et donc, une fois que cette initiation est terminée, dès lors que l'objet à sacraliser est conçu, il est méticuleusement emballé pour être présenté exclusivement au chef. Donc lorsque l'artiste finit de concevoir l'objet, aucun œil profane ne doit se poser sur cet objet jusqu'à ce que cet objet soit transporté et exposé devant le roi et également le concierge de notables et les membres des sociétés secrètes de la communauté qui vont procéder maintenant à la sacralisation de l'objet par des bénédictions et également par des prières. Et c'est comme ça que cet objet va sortir de ce cadre-là pour devenir un objet sacré, un objet de la cour. Et lorsque un objet devient sacré, seules les mains d'un certain type de personnes ont accès ou ont droit de manipuler cet objet. Et donc c'est ce qui explique que dans ces communautés, la distinction entre le profane et le sacré est une distinction qui est assez radicale, de sorte à ce que ces frontières-là sont connues de tous et de toutes. Donc, lorsque on voit donc tout ce processus et ces distinctions entre les objets, l'objet qui nous intéresse principalement, qui est un nganso, s'illustre donc de cet imaginaire, non pas comme un objet sacré comme tous les autres, mais un objet qui représente la fondatrice de la communauté. Donc il s'agira maintenant pour les membres de la communauté d'avoir un objet qui leur permet de commémorer la mère fondatrice de cette communauté. Je parle de mère fondatrice parce qu'il s'agit justement d'une communauté matriarcale. Ça, c'est une communauté matriarcale. Et il s'agit donc de l'histoire de trois frères, deux frères et une sœur, notamment étant la sœur dans ce cas de figure, qui décident de quitter leur village à cause d'un problème de succession. L'un des frères, qui est donc l'héritier légitime au trône, après le décès du père qui est un roi Tikar, va voir la couronne lui être dérobée au profit de son frère consanguin. Et donc, sous le poids de la révolte et de la colère, il décide de quitter le village. Et en compagnie de son frère et de sa sœur qui est Nganso. Sauf que Nganso suit ses frères dans cette aventure avec son époux et ces deux se rendent compte qu'elle les a suivis et décident donc de couper la barque au niveau du fleuve pour l'abandonner sur l'autre rive avec son mari. Et eux vont s'aventurer pour aller fonder leur royaume. Elle donc, voilà, avec son mari et ses servants, va être éclairée par un rat qui va leur montrer le chemin pour traverser le fleuve. Et c'était une traversée mythique, de sorte que ce rat, au sein de la communauté, le rat, on l'appelle Ké, chez l'Ensor, est un rat qu'on ne mange pas. C'est un rat qu'on considère comme un totem, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça que Nsor va fonder son royaume. Et ce royaume, ses descendants vont décider en 1394 d'ériger une statue en sa mémoire et de la sacraliser de sorte à ce qu'elle constitue, que cette statue sacrée constitue la représentation de leur matriarche et le symbole de leur histoire et de leur mémoire. C'est donc comme ça qu'on va voir comment est-ce qu'on quitte d'un objet
à, quand je dis objet, je parle bien sûr de sa matérialité, à un symbole de l'histoire, des origines de la communauté. Et donc là, lorsque je pense à cela, il me vient à l'idée de penser à comment est-ce que l'on peut, à partir du concept d'énergie, penser l'objet comme un objet vivant, penser à la vie de l'objet. Comment est-ce qu'on y parvient? Alors, on aura donc déjà l'idée de l'objet sacré comme un objet chargé dès sa conception, comme je vous ai expliqué en ce qui concerne les mains qui conçoivent l'objet, mais également les mains qui conçoivent l'objet, mais également le processus par lequel l'objet qui donne d'un état d'objet à un état d'objet sacré. Ensuite, on a ce chargement de l'objet par les prières, par la ritualisation, les rituels qui sont organisés et qui sont des rituels secrets pour lesquels je n'ai pas de détails à partager avec vous parce que ce sont des rituels secrets. Et donc, on va ensuite passer à des cérémonies de bénédiction qui peuvent être maintenant l'occasion pour le public, pour les membres de la communauté, d'être en contact avec cet objet qui sortira pendant des événements spécifiques, par exemple. Et donc, lorsqu'on a cette conception de l'objet comme énergie, il est nécessaire de comprendre donc comment cette énergie fonctionne. Est-ce que c'est une énergie qui est statique, qui est immanente, ou c'est une énergie qui se transforme, et comment est-ce que cette énergie se transforme? Alors, lorsque j'analyse dans l'objet comme énergie, il me vient à l'esprit de comprendre un peu le mécanisme, ce mécanisme au sein de la communauté Nso, où on aura des objets qui vont accueillir des esprits, comme le cas de Monso, mais également des objets qui vont transmettre une certaine forme d'énergie. Et là, ces objets qui transmettent des énergies ne sont pas des objets qui perdent leur pouvoir ou qui se dépouillent de leur énergie dans ce processus de transfert. Non, ce sont des objets qui en réalité prennent possession de la personne qui l'aborde. Et là, il s'agira par exemple des chapeaux sacrés que je vais vous présenter au fur et à mesure lorsqu'on va arriver sur ce slide-là. Et là, il s'agira donc de faire la distinction entre ces objets qui abritent des esprits, comme Gonso, l'esprit de la mère fondatrice de la communauté, et des objets qui transmettent d'une certaine manière une force aux personnes qui les abordent. Mais il y a une certaine forme de connexion entre ces objets-là qui abritent des esprits et des objets qui transmettent cette force aux personnes qui les abordent, dans le sens que Ngonso n'est pas un objet qui fonctionne en elle-même. C'est pourquoi les processus de sa restitution ont soulevé beaucoup d'autres, un véritable dilemme et beaucoup d'histoires souterraines. Ngonso était un objet à la cour, préservé à la cour, qui a été dérobé lors d'une expédition punitive en 1902 par le lieutenant Koumen. Et donc, le vol de Ngonso, plusieurs autres objets qui constituaient l'environnement sacré de Ngonso ont été dépouillés. Et donc, ces objets qui constituent l'environnement de Ngonso n'abritent pas nécessairement un esprit, mais ils font partie de l'habillement, de la parure qu'il faut pour pouvoir interagir avec Ngonso. Et ce sont ces objets-là qui permettent de distinguer dans ces différentes formes d'énergie. Une énergie qui est immanente à l'objet, qui est préservée par l'objet, mais également une énergie qui confère aux chefs traditionnels, aux personnes initiées, le pouvoir de pouvoir interagir avec l'objet dans le sens d'une certaine forme de médiation. Et dans la médiation s'opère dans le sens que l'initié, la personne initiée, qui peut être le chef, ou qui peut être un autre membre de la communauté, ou un membre de la cour, ou un notable, ou un membre de société secrète, va en fait porter les doléances de la communauté, qui sont des doléances qui peuvent être liées à la subsistance de la communauté, à la justice, au maintien de la paix dans la communauté, à la protection de la communauté contre les ennemis voisins, et même également aux solutions liées peut-être à des épidémies ou pandémies au sein de la société. Et donc, le processus donc, de communication avec l'objet va être un processus de médiation, étant donné que les membres de la communauté n'ont pas accès
à cette dimension des rapports avec le sacré. Et donc là, dans cet élan-là, on verra donc comment l'énergie de l'objet peut être activée par des éléments qui font partie de son environnement. Et donc c'est dans ce sens-là que je vous ai expliqué, par exemple, la distinction entre ce type d'objet, si on le considère comme énergie, qui est la matriarche Ngonso, de cet autre type d'objet qui s'appelle Tara, dont le chapeau du roi. Et cet objet, ils ont été certes dérobés ensemble, conjointement, mais vont aboutir ou être acheminés dans deux musées différents. On aura un Ngonso à Ethnologisches Museum, musée ethnologique de Berlin, 1902. Et là, cet objet, si on l'aura au Linden Museum, musée de Linden, je ne sais pas si ça se dit, mais Linden Museum en anglais, à Stuttgart. Et donc, le processus de restitution, de demande de restitution de Ngonso, va soulever l'histoire liée à ces objets qui font partie de l'environnement de Ngonso, parce que la question se pose de savoir, est-ce que le retour de Ngonso ne va pas causer plus de tort que de bien si Ngonso ne rentre pas avec les objets qui font partie de son environnement, si Ngonso ne rentre pas avec des objets qui vont permettre à ce qu'elle puisse contribuer au rayonnement de sa communauté comme elle avait l'habitude de le faire. Donc, je me retrouve à distinguer donc, ces deux types d'énergie, ces deux types d'objets qui ensemble permettent de réactiver une certaine croyance ou une certaine pratique religieuse au sein de la communauté Nso. Et maintenant, dès que l'on parle de l'énergie, de l'objet comme énergie, cette énergie qui permet de rendre un objet vivant va également attribuer à ces objets toutes les propriétés d'un être vivant. Le sentir, le toucher et le goût, je ne sais pas, les autres sens c'est quoi? Sentir, toucher, l'ouïe, la vue. Voilà. Et donc, lorsqu'on parle donc d'hypersensibilité de l'objet, c'est cette capacité donc de l'objet à avoir toutes les propriétés qui vont avec le corps humain, le corps sensible. Et contrairement au corps humain qui a peut-être qui subit un certain type d'excitation, l'objet également a son langage corporel, son langage, je vais dire sensationnel, sensitif, je ne sais plus trop. Et donc, sensuel, sensoriel. Sensoriel, voilà. Donc, l'hypersensibilité ici, c'est une sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieur. Mais là, on parle d'hypersensibilité. Mais c'est aussi nécessaire de savoir c'est quoi la sensibilité pour arriver à ce niveau de réactivité de l'objet. Et donc, la sensibilité, d'après une définition que j'ai prise sur CNRTL, signifie propriété de la matière vivante de réagir de façon spécifique à l'action de certains agents internes ou externes. Ça veut également dire propriété des êtres vivants supérieurs d'éprouver des sensations, d'être informés par l'intermédiaire d'un système nerveux et de récepteurs différenciés et spécialisés, des modifications du milieu extérieur ou de leur milieu intérieur et d'y réagir de façon spécifique et opportune. Tout ça là veut dire simplement que dans la communauté Nso, l'objet est conservé dans un lieu spécifique. On appelle ce lieu au palais d'Nso, qui veut dire les choses du palais. Ça veut dire dans l'univers géographique de la communauté, on a plusieurs objets sacrés qui sont préservés par des communautés de différents ordres. Et en l'occurrence, lorsque je parlais des sociétés secrètes, chacune de ces sociétés ont des objets qui leur permettent de mener leur activité. Et dans les Ntonso, maintenant, qui sont les objets de la cour et qui ont été dérobés dans le processus de l'expédition punitive de Rouben,
vont en fait subir ce qu'on appelle la profanation, mais maintenant d'un point de vue communautaire. Et il est nécessaire de comprendre comment le mécanisme de la profanation fonctionne dans l'imaginaire et la vision du monde sort, pour pouvoir voir dans quelle mesure l'analyser au musée. Donc je vais vous proposer donc de parcourir un peu les mécanismes de la profanation au sein de la communauté, et on va ensemble, comme un TD si vous voulez, comprendre un peu comment ça se passe dans les musées, à partir des documentations d'archives que j'ai compilées dans ce slide, dans ce PowerPoint. Et donc, pour comprendre la profanation, il faut être sensible au lieu. L'objet est sensible au lieu. L'objet est sensible au temps. L'objet est sensible à la langue, qui n'est pas forcément la langue que je parle, le français que vous écoutez venant de moi, mais qui est un langage propre à l'objet. Et dans la sensibilité de l'objet au lieu, c'est quelle sensibilité? L'objet sacré étant conservé dans un lieu spécifique, l'accès à ce lieu permet en fait de comprendre comment la communauté s'organise. Au sein de cette communauté, il y a une distinction franche et radicale entre le profane et le sacré. L'univers donc du sacré est réservé à ces personnes qui ont bénéficié d'une initiation qui leur permet d'interagir avec le sacré. C'est-à-dire, lorsque l'univers du sacré, qui est un univers à accès clos, univers à accès restreint, est violé par la présence du profane, l'objet est directement hypersensible. Hypersensible dans le sens que son environnement est violé, ses frontières sont franchies, ou du moins la stabilité qu'elle a avec son environnement est perturbée par une présence étrangère. Et cette présence étrangère, c'est la présence du profane. Ça peut être ma présence, ça peut être votre présence, mais c'est surtout la présence des colons allemands qui vont franchir dans l'univers du Tonsor pour aller dérober les objets Ronsor et tout sa régalia. Voici déjà le premier niveau de compréhension de l'hypersensibilité de l'objet. Comment cette hypersensibilité va se ressentir, on va le voir dans la fin de cette présentation, où on va comprendre dans l'impact de ce vol par la communauté. Comment est-ce que la communauté ressent la profanation, même un siècle et plus après le vol de l'objet. Donc, la sensibilité au lieu est liée au concept d'accès. Qui a accès à l'univers du sacré? Qui n'a pas accès à l'univers du sacré? Et comment le viol de cet univers s'opère lorsqu'une présence étrangère est ressentie? Non pas par nous, mais par l'objet. Puisque l'objet, au sein de la communauté ne va pas être gardé par des hommes musclés, armés, comme s'il s'agissait d'une banque ou comme s'il s'agissait de lingots d'or. Non, parce que la communauté a déjà intégré, internalisé les interdits, les do's and don'ts de l'environnement dans lequel ils vivent. De sorte que même s'il s'agit d'une grotte ouverte, même s'il s'agit d'un sanctuaire ouvert sans clé, et que l'on peut même voir l'objet à quelques mètres, les personnes de la communauté ne vont pas franchir cet univers parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas habilités à y avoir accès et ne sont pas disposés à vivre les conséquences qui peuvent découler d'une telle violation. Donc là, cette première hypersensibilité par rapport au lieu, c'est déjà un premier niveau et ça va se lire également dans le musée puisque l'objet va se retrouver dans un univers d'abord géographique avant de tomber dans un univers linguistique et discursif. Donc, la deuxième sensibilité de l'objet est une sensibilité au temps. Mais cette sensibilité au temps n'est pas en rapport avec des changements, comment dire, avec des influences climatiques. Ce n'est pas le climat. La sensibilité n'est pas le climat qui va détériorer l'objet. Non, puisque les objets dans les communautés maintiennent une certaine forme d'équilibre et de contact permanent avec le sol. Donc il ne s'agit pas de craindre la détérioration de l'objet. Lorsqu'on parle de la sensibilité au temps, il s'agit du temps dans sa conception politique, du temps dans sa conception sociale, du temps dans sa conception économique. Est-ce qu'il fait beau temps? Est-ce que c'est un temps de crise? Est-ce que c'est un temps de prospérité?
Est-ce que c'est un temps de manque? Est-ce que c'est un temps de lamentation? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté qui permet de caractériser l'expérience du temps que les uns et les autres ont? Et là, lorsque l'objet devient sensible au temps, l'objet est interpellé pour agir de manière positive et impacter le déroulement des choses. Et l'objectif, c'est justement de faire en sorte que l'objet puisse intercéder ou l'objet puisse changer le cours des choses en élevant des prières, voilà. En élevant des prières, en élevant ses doléances, par le truchement des personnes habilitées à communiquer avec l'objet. Et c'est donc dans ce sens-là qu'on va parler de la sensibilité de l'objet au temps et de l'intervention de l'objet dans l'amélioration du cours des choses. Et enfin, on a la sensibilité de l'objet à la langue. Et cette sensibilité de l'objet à la langue ou au discours est une sensibilité qu'on peut prendre déjà sur d'un point de vue discursif. Dans les communautés Nso, par exemple, on ne va pas appeler Ngonso objet. On ne va pas appeler Ngonso artefact. On ne va pas appeler Ngonso art, car il ne s'agit pas d'un objet d'art. Il ne s'agit pas d'un artefact. Il s'agit d'une matriarche qui représente la mère fondatrice de la communauté. On l'appelle dans leur communauté the Queen Mother of the Nso people. Donc il ne s'agit pas de dire c'est un objet beau, c'est un objet laid, c'est un objet d'art, c'est un artefact. Donc tous ces éléments qui ont caractérisé ou longtemps caractérisé les collections africaines ou africaines dans l'imaginaire occidental ne s'appliquent pas à ce type d'objet. Il s'agit d'un héritage, il s'agit d'un patrimoine, il s'agit de la dépositaire de toute l'identité de la communauté, puisque la communauté porte son nom. Et donc, c'est pourquoi lorsqu'on va dire, on va l'appeler Ngonso objet, moi je me rappelle de l'expérience quand je vais voir le chef traditionnel, le Fon, Nso, de la communauté Nso, et que je discute avec lui, je parle d'objet, parce que justement, j'ai été éduquée à ce langage. J'ai été sensibilisée à utiliser ce langage pour me référer à la culture matérielle. Heureusement qu'il a compris que je ne savais pas et qu'il a pris le temps de m'expliquer, parce qu'autrement il m'aurait foutu à la porte, étant donné déjà que je ne fais pas partie de la communauté et que je me permets de parler de l'objet, de la matriarche, comme d'un objet. Donc voilà, je pense que ça fait partie d'une culture, d'une sensibilisation qui est nécessaire pour éviter de manipuler ces objets, ces matriarches, ces héritages, comme la culture matérielle, comme on l'appelle dans nos travaux et dans nos méthodologies. Et donc, le premier passage, lorsqu'on parle de profanation, comme je vous expliquais, c'était déjà l'expédition punitive. Punitive dans le sens que l'objet a été dérobé au sein de la communauté Nso parce qu'il y avait un interdit. Vous imaginez être dans une communauté où on vous dit aujourd'hui c'est un jour dédié pour des rituels et que par exemple vous n'êtes pas censé passer par ces chemins, ou vous n'êtes pas censé manger telle nourriture ou boire de telle eau, et vous transgressez cet ordre parce que vous êtes blanc et vous retrouvez dans des situations inconfortables, et la riposte que vous utilisez contre la communauté, lorsque la communauté applique justement les sanctions liées à toute transgression d'un ordre établi ou d'un mot d'ordre déjà communiqué, le résultat c'est le pillage, c'est ce qu'ils appellent l'expédition punitive. Donc c'est un mode correctionnel pour montrer que sur les terres où vous êtes des hôtes, non vous n'êtes pas des hôtes, vous êtes des étrangers, que vous dictez les lois et vous ne pouvez pas vous adapter aux réalités et aux codes de cette communauté. Les conséquences donc ce sera la vandalisation de l'espace sacré, le Nso, ça sera le pillage des objets sorts, ça sera le transport en masse de ces objets sacrés avec des objets avec lesquels ils ne partagent pas la même énergie. Et c'est ce qui fait en sorte que
lorsqu'on parle de la profanation de Ngwanso, on ne doit pas tomber seulement dans les musées pour dire directement c'est au musée que ça se passe. Ça s'est passé dès le vol de l'objet. Et l'objet a commencé à se transformer d'un point de vue énergétique avec le contact violent qu'elle a eu avec ses colons allemands. Donc la première étape, c'est déjà de comprendre la trajectoire de Ngwanso, de ces univers-ci, en fait, de son terreau traditionnel au musée. Et donc là, celui qui est responsable donc, de cette expédition punitive, c'est le lieutenant Houven. Et c'est le tristement célèbre donc, acteur du pillage du palais royal d'Enson. Et donc, la dislocation de Ngwanso va conduire à une certaine forme d'éparpillement de ces objets à travers les musées allemands. Ce ne sera pas le vol d'un objet simplement ou tout simplement, mais ce sera le dépouillement, du moins l'éparpillement de ces objets à travers les musées. De sorte que lorsque la communauté va se lever pour dire nous voulons que vous nous restituiez nos objets, à qui va-t-elle s'adresser? À quel musée? Et dans les premières lettres que le roi a envoyées en Allemagne, c'était des lettres to whom he may be concerned, comme on dit ici, oui, en Allemagne. Donc les premières lettres qui ont été envoyées dans le sens de la restitution de l'objet étaient des lettres ouvertes, qui allaient dans les institutions. On avant ici à l'UQAM, il y a le musée de l'UQAM, qui est un musée, disons, allemand, entre guillemets, et qui pourrait avoir abrité une collection de sorts, ou bien quelques objets de sorts. On va leur envoyer une lettre comme ça, s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous n'auriez pas. Et donc, ces questions donc, de restitution, aujourd'hui, lorsqu'on les voit, lorsqu'on analyse et que l'on voit tout le tapage médiatique qu'il y a autour de la restitution d'un objet, or il s'agit souvent du vol de près de 500 objets par communauté, est un véritable problème. La restitution de Ngwanso en 2022 n'est pas le résultat ou le fruit d'une campagne médiatique ou sur les réseaux sociaux. C'est une histoire d'une résilience culturelle hors pair, parce que ces communautés ont très vite été alertées déjà de la présence de ces objets dans les institutions occidentales, mais également du besoin de ces objets pour les générations futures. Des générations qui n'ont jamais eu un contact physique avec Ngwanso ou qui n'auraient probablement jamais eu la chance d'avoir ce contact, étant donné que cet objet se retrouve dans des musées occidentaux. Et lorsqu'on connaît les questions liées au visa, à l'accès des territoires occidentaux par des communautés africaines, ou peut-être pas des candidats africains, on voit déjà l'amnésie culturelle qui serait la conséquence donc, de cette absence du patrimoine des communautés. Et donc, attendez un peu, voilà. Voilà, donc, je voulais vous montrer quelques exemples. Voir si ça va marcher. Voilà. Donc, lorsqu'on parle donc de l'éparpillement ou de l'éparpillement justement de cet héritage culturel sort en Allemagne, je fais référence à ces objets-ci. En plus de Ngwanso, voici un bracelet qui est arboré par le chef lors des rituels traditionnels, qui se retrouve, c'est l'héritage de son grand-père, qui se retrouve dans un musée en Allemagne qui est le Lindenmuseum. Tous ces objets se retrouvent au Lindenmuseum. Déjà, bon, juste préciser pour que vous ayez une idée où vous pourriez les retrouver. Là, il s'agit également d'un chapeau traditionnel qui est utilisé pour des rituels également en rapport avec Ngwanso. Le trône du roi également a été volé, qui est un trône initiatique, mais également un trône funéraire. Parce que chez les Nsor, on enterre les rois avec leur trône. Donc voilà déjà un roi qui s'en va sans les emblèmes de son pouvoir. Ensuite, on a ces colliers qui sont un peu comme des talismans,
qui également sont utilisés pour des rituels. Et donc, quand je vous montre dans cette dislocation, c'est pour déjà vous faire état du fait que les questions de restitution sont des questions problématiques parce que l'emphase est mise sur un objet individuellement sans penser que cet objet fait partie d'une régalia ou fait partie de tout un système qui l'accompagne. Et donc, il faudrait déjà attirer l'attention dessus pour véritablement rendre aux communautés un héritage qui puisse être, comment dire, efficace, qui puisse avoir des retombées positives pour la préservation de l'animal, mais également pour l'éducation des progénitures ou des générations présentes et futures. Et donc, on va maintenant essayer de passer au monde des musées pour comprendre donc comment toutes ces codifications de la profanation nous permettraient d'entrer dans l'univers des musées pour analyser les traditions et les conventions qui perpétuent la profanation. Souvenez-vous que j'ai parlé de profanation, de l'hypersensibilité de l'objet, de l'énergie de l'objet comme source d'énergie, comme énergie, de l'hypersensibilité de l'objet et de cette hypersensibilité en rapport avec le temps, en rapport avec le lieu, mais également en rapport avec la langue, le discours. C'est pour vous préparer justement à entrer dans le musée en considérant le musée comme zone de contact. Et le musée comme zone de contact est un espace essentiellement violent. Violent dans le sens qu'il préserve toujours le regard colonial, qui est un regard servant à classifier les collections africaines d'une certaine manière. Et cette manière donc de représenter l'objet au sein du musée perpétue une certaine forme de violence. Étant de ce côté, j'ai du mal un peu à lire, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à lire. Vous voulez que je commence où, pardon? Au début. Alors, je vois pas bien le titre, mais dans Imperial Hives, Travel and Transculturation, Louise Pratt définit le musée comme zone de contact, c'est-à-dire espace de rencontre coloniale, l'espace dans lequel des peuples géographiquement et historiquement séparés entrent en contact les uns avec les autres et établissent des relations continues, impliquant généralement des conditions de coercition, d'inégalité radicale et de conflits insolus. Voilà. C'est clair? Ou je dois expliquer? Voilà, merci. On va passer à la deuxième comment dire, approche du musée comme lieu de contact, zone de contact. S'il y a une personne volontaire qui souhaite. Ok, je me lance. Dans Museum as Contact Zones, James Clifford souligne que l'expression zone de contact est une tentative d'invoquer la coprésence spatiale et temporelle de sujets précédemment séparés par des disjonctions géographiques et historiques, et dont les trajectoires se croisent désormais. En utilisant le terme « contact », je cherche à mettre en avant les dimensions interactives et improvisées des rencontres coloniales, si facilement ignorées ou supprimées par les récits diffusionnistes de la conquête et de la domination. Une perspective de contact met l'accent sur la manière dont les sujets sont constitués et dans et par leurs relations mutuelles, et souligne la coprésence, l'interaction, l'imbrication des compréhensions et des pratiques, souvent dans le cadre de relations de pouvoir radicalement asymétriques. Merci. Est-ce que c'est clair? Quels sont les mots-clés que vous déduisez donc de ces deux citations que l'on va utiliser maintenant pour l'étude de cas, parce qu'il ne s'agira plus de lire, mais de discuter avec vous la manière dont ces mots-clés que vous aurez identifiés permettra de comprendre donc ce contact colonial asymétrique, mais en rapport avec la profanation dans l'expérience de ces objets au sein des musées occidentaux. Donc, quels sont les mots-clés que vous faut retenir de ces deux citations rapidement pour qu'on puisse avancer? Les relations. Relations, oui. Contact. Contact. Asymétrique. Asymétrique, très bien.
présence forcée. D'accord. Présence forcée, très bien. Forcée. Coercition également, pour moi. Voilà. Donc tous ces éléments permettent donc de comprendre le caractère impérial déjà du milieu dans lequel se retrouvent ces objets, mais également des rapports inégalitaires qui se jouent au sein de ces institutions. Ces rapports inégalitaires vont aller dans le sens même de la représentation et de l'expérience de ces objets au sein de ces musées. Et pour étude de cas, donc, quand je parle du musée comme zone de contact, je pense à un contact qui est d'abord tangible et d'un contact qui est intangible. Quand je pense au contact tangible, je fais allusion aux aspects à l'accession de l'objet africain au musée. Comment est-ce qu'on introduit l'objet dans les structures du musée, que ce soit dans le sens de l'enregistrement de cet objet, ou qu'il s'agisse de la présence de l'objet dans une collection, ou qu'il s'agisse de l'exposition de l'objet au regard profane. Et quand je parle de la profanation, c'est justement parce que c'est l'expérience que les objets sacrés, qui sont des objets accessibles et manipulables par des personnes d'un certain type, d'une certaine catégorie ayant subi une initiation, se retrouvent face au regard peut-être innocent, peut-être complice de profanes, qui ne comprennent pas réellement le mal qu'ils font, non seulement à l'objet, mais également à sa communauté d'origine, qui avait pour habitude de conserver cet objet dans des lieux spécifiques et non pas dans les vitrines des musées, comme cela se fait dans les musées occidentaux. Maintenant, lorsqu'il s'agit de contact intangible, à quoi pensez-vous, après tout ce qu'on a partagé ensemble? Quand on parle de contact intangible au musée, à quoi pensez-vous? Mais c'est l'énergie dont vous parliez tout à l'heure, l'énergie de l'objet. Oui. L'énergie de l'objet, oui, et aussi le langage que le musée produit de l'objet et le savoir que le musée produit sur l'objet. Parce que l'exposition d'un objet au musée va avec l'éducation. C'est un objet qui est ouvert au public et le discours qui se produit sur cet objet est un discours produit sans les communautés d'origine, forcément. Ce sont les discours muséals, des discours muséaux, je veux dire, et donc des discours qui perpétuent une vision du monde en déphasage total avec l'objet. Parce que l'historique de l'exposition de Mwanso, par exemple, montre justement le langage qui a toujours prévalu lorsqu'il s'agit de cet objet. Et ce langage n'est pas dissocié avec l'enregistrement, les informations qu'on a sur l'enregistrement de l'objet au musée, puisque c'est sur la base de l'enregistrement de cet objet qui va se produire et des savoirs qui vont aller dans le même sens ou dans un sens au contraire. Et donc, il est donc nécessaire donc de prendre en compte, lorsqu'on pense à la profanation, d'un point de vue des contacts intangibles, la manière dont l'objet est classifié au sein de l'institution, mais également les savoirs qui sont produits autour de cet objet. Quelle est la nature de ces savoirs? Qui les produit? Pourquoi et comment? Quel est le public cible? Et quel discours est-ce que ce langage, ce savoir cherche à perpétuer? Donc, on va commencer donc à voir comment le premier contact tangible que Mwanso va avoir avec le musée, c'est la sélection de Mwanso. Comment Mwanso va atterrir au Ethnologisches Museum. Mwanso va être un don. Un don fait par Kurt von Pavel, qui était un colonel en activité, en exercice au Cameroun allemand pendant la période coloniale, et qui va obtenir l'objet, Mwanso avec une autre panoplie d'objets, et va proposer ces objets au musée ethnologique de Berlin comme un don. Comme un don. Ce qui veut dire, dans un langage contemporain, que c'est un objet qui n'est pas problématique, parce qu'il a été donné, mais par qui? Et comment est-ce que cet objet atterrit dans les mains de ces derniers?
C'est une question qu'on ne se pose pas parce que beaucoup d'objets, lorsqu'on va sur les sites des musées occidentaux, ont comme étiquette, on essaye de mettre disponible pour le plus grand public nos collections dans un sens d'éthique et d'équité, comme ils ont souvent des notices très très alléchantes pour promouvoir leur dévouement pour la cause éthique, pour l'accès au grand public à leur collection. On va parler des objets, beaucoup d'objets ont été donnés au musée. Or, ces objets qui ont été donnés ont une provenance trouble, parce que limiter la provenance de l'objet au don est un préjudice. C'est un préjudice pour les communautés d'origine, qui connaissent et ont préservé dans leur mémoire, dans leur imaginaire collectif, la violence de la dépossession de cet héritage. Et donc, le premier contact, c'était le fait que Ngonso soit donné au musée. Et Ngonso n'est pas donné seul, c'est le 29e objet dans la liste des 35 objets qui ont été donnés au musée. C'est-à-dire, Ngonso a cohabité dans l'expérience de ce don avec des objets avec lesquels elle ne partageait pas les mêmes énergies. Donc c'est une double, sinon une triple profanation qui va maintenant se faire au contact d'objets étrangers. Non plus de mains étrangères, mais d'objets étrangers. Et donc, Ngonso va entrer dans une autre collection, non plus comme un objet, mais comme un numéro de série. Parce qu'il va être imposé à Ngonso un numéro de série qui va l'identifier. Et l'identifier du groupe, donc, de ce lot d'objets. Et donc, c'est comme ça que cette seconde phase de la profanation de Ngonso va encore s'exacerber avec l'inscription sur Ngonso, sur l'objet, de ce numéro de série. Donc il ne s'agira plus d'enregistrer l'objet dans les annales et les archives du musée, mais de forcer dans l'objet un numéro, une présence étrangère. Donc voici une deuxième, sinon une troisième souillure de l'objet sacré, qui n'est pas un objet commodifiable, parce qu'en imposant à l'objet ces numéros dans les archives du musée, mais également sur l'objet, force donc cet objet à devenir une commodité qui ne s'identifie plus par ses propriétés physiques, par ses propriétés culturelles ou traditionnelles, mais par son repérage dans un système, dans une codification qui est un langage occidental, obsédé par l'ordre, par la classification, par la maîtrise même des entités qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, voici un deuxième cas de contact intangible qu'on pourra discuter encore davantage, mais qui est un cas de profanation, puisque, comme je vous ai expliqué, il y a la profanation liée au lieu, au temps et au langage. Donc là, on a un accès d'un objet dans une collection qui est une profanation liée au lieu. On a l'imposition dans le discours des archives ou des annales de préservation de cette institution, un langage qui s'impose à l'objet, qui réduit l'objet à un numéro de série. Et ensuite, on a ce langage qui va faire corps avec l'objet parce qu'il va être inscrit dans l'objet. Donc voici des cas de violence palpables qui souillent l'objet sacré parce que ce n'est pas de cette manière que cet objet doit être manipulé ou est manipulé au sein de sa communauté d'origine. Ensuite, donc, le langage intangible, on va aller avec le catalogage, où dans les annales, on va avoir cette description. Je ne sais pas, une troisième personne pour nous aider à lire la description que j'ai essayé de traduire de ce côté-là, sur le slide. Si vous avez de bons yeux, moi j'ai plus de bons yeux, pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Banso Kamguni, numéro Pavel, 1902, hauteur de 90 cm, données du catalogue. Grand personnage sculpté, assis, tenant un stucel sur son divan. La tête est recouverte de stoniol, le reste est recouvert de couris. Bague en bois de laiton bonzo, Ostlidi Van Bali.
Les parties en bois sont renfoncées, les boucles d'oreilles sont en drohet et munies de pendants en perles aux extrémités desquels sont fixés des coris Désolée. Le collier en laiton brille, photo, et là, je ne peux pas faire ça. D'accord. Donc, on a ici, au niveau de la description de Monsor, dans les archives de l'institution allemande, des éléments qui n'ont pas participé à la conception de cet objet. Premièrement, on mesure l'objet, on définit l'objet par ses mesures. C'est une pratique traditionnelle au sein des musées. Mais est-ce que ces pratiques permettent véritablement de comprendre l'objet, puisque ces éléments ne font pas partie des principes de création de ces objets dans leur communauté d'origine? Ensuite, on a une description qui est une description eurocentrée. On vous dit un objet avec des boucles d'oreilles, avec un bol, avec des corées. Sauf que tous les éléments qui participent à la structure de Monsor participe à la construction de son pouvoir. Le bol dont il est question ici est en fait le symbole du contact entre le visible et l'invisible, puisque c'est dans ce bol que s'effectuent les rituels que les personnes initiées de la communauté pratiquent pour interagir ou pour impacter de manière positive la société, pour ramener l'équilibre, la stabilité lorsqu'il y a une crise au sein de la société. Donc il ne s'agit pas d'un bol. Ce n'est pas un bol. On va parler d'une chaise sur laquelle Ngonso est assis. Il s'agit d'un trône. Ce n'est pas une chaise. On va parler des coris. Est-ce qu'il s'agit véritablement de coris? Ce sont des éléments, les coris sont des éléments emblématiques qui donnent l'allure sacrée à l'objet. Autant que des formes spécifiques comme les lézards que vous avez vus sur le trône permettent de distinguer l'objet cet objet comme étant sacré d'un autre objet qui aurait été profane. Donc tous ces éléments montrent, lorsque l'on voit les archives du musée autour de Monsor, qu'il s'agit d'un savoir qui est créé sur cet objet pour imposer des connaissances qui sont étrangères à l'objet, qui ne sont pas compatibles avec l'objet. Et là, je parle du cas de Monsor spécifiquement parce que je ne souhaite pas généraliser aux autres objets non occidentaux, parce que chaque communauté a sa représentation, a sa vision du monde. On se retrouve au niveau des civilisations, lorsqu'on va parler des civilisations noires en général, et même là encore, c'est qu'on a vu, mais on se retrouve quelque part dans le processus, mais juste que dans ce cas-ci, il s'agit d'une injustice. D'accord? Je crois que là, maintenant, vous allez avoir une expérience de la profanation, mais d'un point de vue interactif, entre la profanation de l'objet lors de son vol, la profanation de l'objet dans les musées et l'expérience des communautés. Voici une lettre du roi qui date de... Quelle année, s'il vous plaît, si vous voyez? 2007, je crois. 2007, n'est-ce pas? Voilà. C'est une lettre par laquelle, une des multiples lettres que le roi a envoyées pour demander la restitution de Monsor. Et dans cette lettre-là, par exemple, le roi explique les conséquences ou les crises multiples qui se démultiplient à l'infini auxquelles ils font face à cause de l'absence et de la perte de Monsor. C'est 6h25 à peu près. Tu pensais combien? C'est fascinant. Et tu pensais combien de temps? Non, 2 minutes, c'est bon. On peut donner 4. D'accord. Donc là, ici, avec cet exemple, je ne sais pas si vous lisez, vous parvenez à lire. Ça se lit? Pas du tout, n'est-ce pas? Dommage. Mais là, ici, le roi, justement, parle du fait que des crises se sont démultipliées à l'infini. Par exemple, le premier roi, qui est celui qui a été dépossédé de Monsor, est mort 4 années plus tard. Et ça a été un cycle qui s'est prolongé parce que les dieux de la terre sont fâchés du fait de l'absence de Monsor. Et Monsor est affamé dans les musées occidentaux. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où les crises dont
les crises qui vont se démultiplier vont être perçues comme étant liées automatiquement à Ngwanso. Maintenant, lorsque on voit dans ce rapport-là, ça veut donc dire que la seule solution pour véritablement permettre à cette communauté de s'autodéterminer, de véritablement retrouver la stabilité qui est celle qui était comme le créneau de la base de leur développement, c'est la restitution de Ngwanso. Mais pas que la restitution de Ngwanso, la restitution de ces objets, de tous ces objets sacrés, qui est un patrimoine, un héritage, mais également le fondement de leur développement. Merci.